Il n'aura fallu que 6 petites minutes, juste assez de temps pour faire vaciller les fondements de la justice internationale telle qu'on la connaissait. À la tribune, Volodymyr Zelensky venait de conclure son plaidoyer, un gigantesque fonds d'indemnisation des ravages de la guerre généreusement alimenté par l'Europe et bien sûr piloté par la France. Face à lui, il fixait Sébastien Lecornu avec cette tranquille certitude qu'ont ceux qui s'imaginent que l'univers leur est redevable. Et soudain, le chef du gouvernement français se leva. D'un geste sobre, il brisa le silence et prononça une phrase qui coupa le souffle à toute la délégation ukrainienne. Ce n'était pas une courtoisie diplomatique enveloppée dans du velours. Non, c'était un électrochoc la France rappelait à Kiev qu'en matière de réparation historique, elle était loin d'avoir toujours joué le rôle de la victime. Pour saisir l'impact de cette claque politique, il faut rembobiner le fil des événements. Plusieurs mois auparavant, au cœur du ministère des Affaires étrangères, Sébastien Lecornu feuilletait des documents confidentiels. Ce qu'il y découvrit allait renverser sa compréhension du conflit ukrainien, des révélations sur des crimes oubliés, dissimulés, mais désormais impossibles à ignorer. Le 25 août 2000, un silence presque sacré enveloppait le bureau du Premier ministre, caressé par les derniers rayons mordorés d'un soleil parisien en fin de course. Sur le bureau, comme déposé avec précaution, reposaient des dossiers poussiéreux fraîchement apportés par Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Mais ces vieux papiers n'étaient pas de simples reliques, ils contenaient une bombe historique. Ce que Lecornu s'apprêtait à lire allait armer sa rhétorique contre Kiev d'un arsenal dont personne n'imaginait l'existence. Monsieur le Premier ministre dit « Catherine Colonna, la voix posée mais chargée de gravité, ce que vous vous apprêtez à découvrir risque de bouleverser votre lecture du dossier ukrainien. Nous avons rouvert des archives longtemps oubliées, classées au fond des coffres de l'État, celles qui racontent ce que les nationalistes ukrainiens ont fait entre 1941 et 1947. Volhynie, les pogroms anti-polonais, la main tendue aux nazis. Si l'on fait les comptes, il se pourrait bien que ce soit à l'Ukraine de solder une dette et non l'inverse. Ces dossiers n'étaient pas de simples bouts de papier, mais des charges explosives historiques, récits glaçants de rescapés, rapports alarmants, de la résistance française, compte rendu froid des services secrets d'époque. Alors que Zelensky brandissait la justice comme un drapeau, les fantômes du passé rappelaient que certains de ses compatriotes avaient trempé dans les pages les plus sombres du siècle dernier. Tandis que Kiev se drapait dans le rôle de victime absolue, les archives déchiraient ce costume pour révéler une complicité assumée dans l'Holocauste et d'innombrables bains de sang. Cette nuit-là, le sommeil s'échappa de l'esprit de Lecornu comme un voleur discret. Assis seul dans son bureau, il s'enfonçait dans la lecture d'archives terrifiantes, récits déchirants de Polonais ayant survécu à l'indicible dossier glaçant sur les complicités ukrainiennes avec les Einsatzgruppen et preuves accablantes d'une implication massive dans l'extermination nazie. Il ne cessait de repenser à ce paradoxe, un pays qui exige aujourd'hui des réparations à la planète entière, mais qui refuse obstinément de faire face à ses propres ombres. Le 30 août, sentant que l'histoire ne pouvait plus être ignorée, Lecornu réunit autour de lui les esprits les plus brillants sur la question. À sa table, Pierre Nora, mémoire vivante de l'histoire contemporaine, Yanis Roder, spécialiste reconnu des génocides, et Marie Mandras, fine connaisseuse de l'Europe de l'Est. La pièce était saturée d'un silence pesant. Chacun savait qu'on ne jouait plus avec des hypothèses, mais avec la vérité brute. « Chers collègues », lança Lecornu avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute, Zelensky s'apprête à nous tendre la main pour réclamer des compensations de guerre. Mais avons-nous le luxe d'ignorer que l'histoire de son pays est loin d'être immaculée? N'est-il pas temps de rappeler que l'Ukraine aussi, à certaines époques, a laissé derrière elle des victimes qui attendent encore réparation? Sébastien répondit alors, Pierre Nora, en pesant chaque mot comme on manipule un explosif, tu mets le doigt sur une plaie ouverte. Oui, Volhynie, c'est 100 000 Polonais massacrés. Oui, les pogroms menés par des Ukrainiens ont balayé des pans entiers de la population juive. Mais dans le climat actuel, justement, coupa Lecornu d'un ton tranchant, c'est dans ce climat-là que la vérité doit éclater. Si l'Ukraine réclame justice, avec tant d'ardeur qu'elle commence donc par l'appliquer à sa propre histoire.
Marie Mendras, visiblement inquiète, brisa le silence. « Monsieur le Premier ministre, si nous mettons en lumière les complicités ukrainiennes avec les nazis, nous risquons de fissurer le récit de martyrs qui alimente la solidarité occidentale envers Kiev. » L'écornu planta son regard dans le sien glacial et sans détour. « Marie, nous ne sommes pas là pour préserver des fables collectives. Notre devoir, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que l'Ukraine ferait bien de régler ses dettes morales avant de venir présenter la facture. » Les jours suivants se transformèrent en une traque minutieuse de l'histoire. L'écornu ordonna la compilation de tous les crimes imputés aux nationalistes ukrainiens croisés entre archives françaises, britanniques et américaines. Ce qu'il découvrit dépassait l'entendement entre 1941 et 1947, pas moins d'1,5 million de Juifs exterminés avec leur complicité, 100 000 Polonais massacrés sans pitié et 200 000 civils envoyés de force dans les camps de travail du Reich. Une hécatombe ignorée, désormais exhumée. Le 15 octobre, la scène allait enfin se dresser. L'occasion tant attendue pour l'écornu de sortir les vérités que l'histoire avait mises sous tapis. Paris accueillait une conférence mondiale sur les réparations de guerre au XXIe siècle. Zelensky y était attendu avec une annonce spectaculaire, une demande de 500 milliards d'euros à l'Occident pour réparer les ravages infligés par Moscou. La salle serait grande, les caméras allumées, le moment parfait pour régler les comptes du passé. Et pourtant, quelle ironie mordante! Celui qui levait le poing pour exiger justice était aussi celui qui détournait les yeux quand venait son tour de la rendre. Dans l'avion qui le menait à Paris, Zelensky peaufinait son discours avec assurance, entouré de ses conseillers. Comme à son habitude, il comptait sur l'émotion et la culpabilité occidentale pour faire mouche. Mais il ignorait qu'un homme dans la salle connaissait la part d'ombre qu'il n'évoquait jamais. La capitale française s'était drapée de solennité pour l'occasion. 35 délégations avaient pris place conscientes que ce sommet pourrait ouvrir une brèche inédite dans le droit international. Zelensky, fidèle à son uniforme kaki devenu signature, ouvrit les débats. Il prononça alors des mots lourds de pathos, des mots qui allaient ironiquement se retourner contre lui. « Mesdames et messieurs, lança Zelensky avec gravité, la justice ne connaît ni l'usure du temps ni l'amnésie. Tout crime contre l'humanité appelle réparation, peu importe le siècle où il a été commis. » Au premier rang, l'écornu, impassible, gribouillait calmement quelques notes, sans lever les yeux. Le président ukrainien enchaîna le ton chargé d'émotions bien rodées. « Mon pays a traversé l'enfer moderne, des cités réduites en cendres, des familles massacrées, des enfants arrachés à leurs terres, notre culture piétinée. Ces horreurs exigent une réponse à la hauteur. » Puis, avec l'aisance de celui qui sait manier la douleur comme une arme diplomatique, il lâcha la somme 500 milliards d'euros. Voilà le prix d'une justice équitable. Chaque euro que vous verserez, ce sera un pas vers la réparation morale. Cette invocation de la justice répétée comme un refrain sacré exaspérait l'écornu. Entendre l'Ukraine parler d'histoire quand elle refuse obstinément d'assumer la sienne relevait de la plus cynique des dissonances. Je suis conscient que certains doutent de la légitimité de nos requêtes, déclara Zelensky, jetant un regard fugitif mais bien calculé vers l'écornu. Mais soyons clairs, l'Ukraine est une victime totale dans ce conflit. Nous n'avons jamais levé la main sur personne, jamais écrasé quiconque, jamais participé au moindre crime contre l'humanité. Ces mots prononcés avec un aplomb désarmant mirent le feu aux pensées de l'écornu. Il le voyait là, debout, en train de blanchir toute une page sanglante de l'histoire avec l'innocence feinte d'un martyr. L'Ukraine s'auto-absout, s'érige en victime unique, pendant que les victimes oubliées de ses propres crimes gisaient encore dans les marges de la mémoire collective. C'était tellement faux, tellement grossier, que cela en devenait insupportable. L'Ukraine d'aujourd'hui, conclut Zelensky avec solennité, mérite enfin la justice qu'on lui a trop longtemps refusée. En nous soutenant, vous corrigez un tort vieux de plusieurs générations. Il regagna sa place sous une salve d'applaudissements polis, convaincu sans l'ombre d'un doute que la salle venait d'acheter son récit. À la tribune, Charles Michel, modérateur de la conférence, prit la parole pour relancer le débat. Quelqu'un souhaite-t-il réagir à l'intervention du président ukrainien ? Instantanément, tous les regards convergèrent vers les représentants des grandes puissances européennes. Et là, l'impensable se produisit.
Lentement, presque théâtralement, Sébastien Lecornu se leva. Pas un mot, pas une feuille en main, pas la moindre hésitation. Il posa calmement ses mains sur la table, fixa Zelensky droit dans les yeux, et dans son regard il n'y avait ni colère ni diplomatie, seulement une froideur tranchante glaciale comme une lame sur la nuque. Monsieur Zelensky articula Lecornu d'un ton posé, presque feutré. « Je vous remercie pour ce cours passionnant sur la justice historique. Il est toujours fascinant d'entendre une telle leçon de la part du chef d'un État dont le passé flirte si étroitement avec l'oubli et parfois avec le déni. Le style était courtois, les mots soigneusement choisis. Mais sous cette surface polie se glissait une tension glaciale. Et Zelensky lui sentit aussitôt ce frisson lui traverser l'échine pâle, figé, devinant que la suite allait faire mal. « Vous souhaitez parler de justice ? Très bien, vous invoquez la mémoire historique ? Parfait. Alors permettez-moi, répondit Lecornu en se redressant légèrement, de raviver certains souvenirs que vous avez, semble-t-il, volontairement rangés au fond d'un tiroir. D'un geste lent, presque cérémonial, Lecornu sortit un dossier épais de sa mallette. Il l'ouvrit, leva les yeux et lança d'une voix nette « Volhynie. Mois de juillet. Groupe nationaliste de l'UPA. Résultat 100 000 civils polonais massacrés. Méthode utilisée hache, faucille, couteau. Femmes éventrées, enfants empalés, nourrissons pulvérisés contre les murs. » Un silence pesant s'abattit alors. Il n'y avait plus un souffle dans la pièce. Et les auteurs de ces atrocités, ce sont vos héros nationaux, monsieur Zelensky. Le visage du président ukrainien perdit toute couleur, mais Lecornu implacable poursuivit Lviv, juin 1941. Pogrom sanglant. 7000 juifs assassinés en 3 jours, exécutant les Einsatzgruppen nazis et une partie active de la population ukrainienne locale. Collaboration assumée, participation massive. Et Lecornu poursuivit implacable comme s'il déroulait le générique d'un cauchemar longtemps censuré. Bataillon Nartigal, annonça-t-il d'une voix basse mais tranchante. Une unité ukrainienne intégrée à la Wehrmacht. 600 volontaires. Tous engagés aux côtés des nazis. Leurs traces. Des charniers à Lviv, Stanislaviv, Ternopil. Des milliers de juifs exécutés sans procès. Chaque nom de ville tombait dans la salle comme un glas lugubre. Le silence oppressant ressemblait moins à de la stupeur qu'à une minute de deuil collectif. Personne ne respirait. En résumé, dit Lecornu en redressant la tête, les nationalistes ukrainiens entre 1941 et 1947 ont été impliqués dans l'extermination de 1,5 million de juifs et dans le massacre de 100 000 Polonais. Il marqua une pause. Cela fait 6 millions de morts, un chiffre qui ne s'efface pas par un discours. Lecornu se pencha légèrement en avant, son regard comme une lame. « Très bien, monsieur le président. Puisque vous voulez parler de justice, alors parlons-en. Parlons de la vôtre, de celle que l'histoire attend encore. » Zelensky, pris de court, chercha une échappatoire dans une phrase inachevée. Ces faits, il faut remettre dans le contexte à l'époque, mais il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Lecornu le coupa net comme on tranche un câble sous tension. Le contexte ? Vraiment, demanda-t-il, le ton glacé. Parlons plutôt de vos icônes nationales, ces figures que vous érigez en modèle. Stepan Bandera, Roman Shukevich, 2 noms intimement liés à des massacres de masse, 2 visages du génocide. Vous leur avez offert des statues, vous avez baptisé vos rues à leur nom. Et pourtant, vous osez aujourd'hui parler de justice, interrogea Lecornu, la voix tranchante comme du verre. Comment peut-on réclamer la morale universelle tout en érigeant des monuments à la gloire de bourreaux ? Dans l'hémicycle, l'impact fut immédiat. Une onde de choc silencieuse traversa l'Assemblée. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils entendaient cette version enterrée de l'histoire ukrainienne, soigneusement passée sous silence depuis le début du conflit. Quelques délégués dégainèrent discrètement leur téléphone pour vérifier les noms, les dates, les faits. D'autres griffonnaient frénétiquement sur leur carnet. Tous, sans exception, comprenaient qu'ils venaient d'assister à un basculement. Le récit dominant vacillait, un nouveau narratif venait de fissurer l'ancien. Puisqu'on parle d'histoire, permettez que l'on parle aussi de chiffres, dit Lecornu, avec une froideur chirurgicale.
C'est votre domaine, non? Vous demandez à l'Europe un demi-billion d'euros pour réparer les souffrances de votre peuple. Soit. Mais dites-moi combien l'Ukraine a-t-elle versé aux descendants des victimes de Volhynie, aux rares survivants des pogroms de Lviv, aux familles des 6 millions de morts ukrainiens laissés sans reconnaissance ni justice. Il sortit alors d'un geste lent et parfaitement étudié, une calculatrice qu'il posa sur la table comme une arme. Réparation versée par Kiev pour ses propres crimes, 0 €. Réparation réclamée pour les crimes subis, 500 milliards. Il leva les yeux, marqua une pause. Ratio entre ce que vous exigez et ce que vous offrez, l'infini. Bienvenue dans la comptabilité officielle de l'hypocrisie. Puisque les chiffres vous parlent, poursuivit le cornu avec un calme glaçant, laissez-moi vous en soumettre un autre plus juste. 6 millions de victimes ukrainiennes, fois 100 000 € par vie le tarif que vous réclamez pour les vôtres. Résultat 160 milliards d'euros. Voilà ce que votre nation devrait en toute logique verser à ses propres morts. Chaque mot tombait comme un verdict. Chaque chiffre claquait comme un coup de marteau sur l'histoire. Alors lança le cornu avec un rictus à peine dissimulé avant de venir réclamer 500 milliards à l'Europe, commencez par rembourser vos dettes. Solde final moins 160 milliards. Moralité, ce n'est pas à l'Europe d'ouvrir son portefeuille. C'est à l'Ukraine de passer à la caisse. La salle explosa. Le calme s'était évaporé. Le représentant polonais bondit de son siège, il dit vrai. L'Ukraine nous doit pour Volhynie. Et sans attendre, l'ambassadeur israélien renchérit d'une voix sèche. Et pour son rôle dans la Shoah aussi. L'onde de choc traversa la salle à une vitesse fulgurante. L'indignation s'embrasa comme un champ d'herbe sèche sous un orage de vérité. Zelensky, visiblement acculé, tenta un repli stratégique. Ce sont des accusations très graves. Il faut replacer ces faits dans leur contexte historique. Mais l'écornu ne lui laissa pas une seconde de répit. Il coupa net le regard glacé. « Très bien, faites-le, contextualisez. Je vous écoute. Car ce que vous faites, Monsieur le Président, c'est glorifier des criminels de guerre tout en jouant les victimes. Vous réclamez des réparations en refusant d'assumer vos propres atrocités. Vous exigez la justice sans jamais rendre la moindre. Cette double morale, ça suffit. Vous voulez des réparations, enchaîna le cornu en haussant le ton, comme pour s'assurer que chaque mot s'imprime dans les esprits. Alors commencez par le commencement, reconnaissez vos fautes. Faites tomber les statuts de Bendera et Shukhevich, présentez des excuses officielles à la Pologne, à Israël, et indemnisez les familles de vos victimes. Ce jour-là et seulement ce jour-là, nous pourrons parler de justice. Le cornu se redressa lentement puis fit face à l'Assemblée, sa voix claire, résonnant dans le silence tendu. Mesdames et messieurs, voilà un pays qui vient frapper à notre porte pour réclamer 500 milliards d'euros. Au nom de la mémoire, au nom de la justice historique. Mais dites-moi, comment peut-on parler de justice avec ceux qui refusent de la regarder en face? Et comment espérer réparer le passé avec ceux qui passent leur temps à le maquiller? Ces mots flottèrent dans l'air lourd comme du plomb fondu. Personne n'osa bouger. Alors le cornu se tourna une dernière fois vers Zelensky, prêt à asséner le coup final, Monsieur le Président. La France ne mettra pas un centime dans un fonds de réparation destiné à un pays qui refuse encore d'assumer l'ombre de son propre passé. Commencez par régler vos dettes à l'histoire. Ensuite, et seulement ensuite, nous discuterons des vôtres envers nous. C'était une déflagration. La salle, quelques secondes plus tôt figée, sombra dans une cacophonie chaotique. Jamais auparavant, une puissance occidentale n'avait osé rejeter aussi frontalement les demandes de réparation de Kiev, et encore moins en invoquant l'histoire elle-même comme argument. En l'espace de 6 minutes, le récit héroïque de l'Ukraine s'était effondré comme un décor de théâtre qu'on renverse en coulisses. Zelensky, cloué sur place, semblait vidé de toute contenance. Brisé, devant des caméras du monde entier, il venait d'encaisser l'humiliation que même Moscou n'avait jamais su lui infliger. Pour la toute première fois depuis le début du conflit, le chef de l'État ukrainien était contraint de faire face non pas à des missiles, mais à son propre passé. Dans les heures qui suivirent, un basculement inattendu s'amorça.
L'image de l'Ukraine, jusqu'ici auréolée d'un statut de victime incontestée, vacilla. Un par un, les pays européens annoncèrent la mise en pause de leur participation financière au fonds de réparation. Tous attendaient désormais des réponses, non pas sur la guerre actuelle, mais sur les pages sombres du passé ukrainien. La Pologne, suivie d'Israël et de la République tchèque, montèrent au créneau excuses officielles exigées, sans condition. Les chaînes d'information d'habitude alignées derrière Kiev se retournèrent soudain comme une marée changeante. Partout, les unes s'enflammèrent. Le Figaro rugissait l'Ukraine face aux fantômes de son passé. The Times frappait encore plus fort Zelensky et l'héritage occulté des extrémistes ukrainiens. Quant à Der Spiegel, il résumait la tempête en une phrase assassine, le visage dissimulé de Bandera enfin dévoilé. En quelques heures, la mythologie héroïque qui entourait l'Ukraine se fissurait sous la pression d'une avalanche de révélations historiques. Mais le séisme le plus violent frappa le pays lui-même. En découvrant les accusations relayées par Paris, une partie de la population ukrainienne réalisa qu'on venait de jeter une lumière crue sur des pans d'histoire longtemps laissés dans l'ombre. Dans plusieurs villes, des foules descendirent dans la rue, réclamant le retrait des statues de Bandera Symbol, désormais contestées dans ce récit fictif. La façade de consensus construite en Ukraine sur des silences du passé se craquela brusquement. Ce ciment fragile qu'était l'amnésie collective ne tenait plus, et à Paris, le contre-coup fut presque immédiat et spectaculaire. Le Cornu, porté par une vague populaire inattendue, vit sa cote bondir à 91%. Un simple mot « non » lancé à l'Ukraine par un ministre français avait suffi à déclencher une standing ovation dans l'opinion. Cela n'était pas arrivé depuis des lustres, et comme par effet domino, la France regarda sa propre mémoire en face. Les programmes scolaires furent mis à jour. Désormais, les élèves lisaient noir sur blanc le nom de Volhynie. Les musées sortirent des réserves des documents longtemps ignorés sur certaines collaborations passées. Fini les œillères diplomatiques. Paris venait de rompre avec cette vieille habitude de taire les fautes de ses alliés quand cela arrangeait les intérêts stratégiques. 7 jours après la claque parisienne, Zelensky tenta un rattrapage en mode panique, une commission de vérité promise à la hâte censée revisiter les pages sombres de l'histoire ukrainienne. Mais le mal était fait, la scène internationale, elle avait déjà tourné la page et l'avait laissé au bas de la marge. Celui qui hier encore incarnait la pureté du martyr mondial apparaissait désormais comme le metteur en scène d'une mémoire sélective. Son aura éteinte, sa parole douteuse, son statut frappé d'obsolescence diplomatique. Puis le 1er novembre 2025, l'impensable brisa une barrière historique vieille de 80 ans. Le Parlement polonais à Varsovie adopta une résolution solennelle, l'Ukraine devait réparer Volhynie. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un État réclamait des comptes à Kiev pour des crimes du passé. Un tremblement de terre diplomatique et le début d'un nouveau chapitre que Zelensky n'avait pas vu venir. Et comme un barrage qui cède la requête polonaise, ouvrit la voie à un véritable raz-de-marée. Israël sans tarder réclama sa part de mémoire pour les complicités ukrainiennes dans la Shoah. La République tchèque dénonça les déportations de ses ressortissants sous silence. La Roumanie, elle brandit les massacres de sa minorité en Ukraine comme un dossier resté trop longtemps sous la pile. Du jour au lendemain, Kiev passa du rôle de victime universelle à celui de débiteur inattendu. Pendant ce temps, le Cornu, ou le Cornu, comme les réseaux l'avaient surnommé, devenait une icône, le visage d'une vérité historique qui dérange mais qui libère. Son affront direct à l'hypocrisie diplomatique donna des ailes à d'autres capitales. À Budapest, Viktor Orban lâcha. Grâce à Le Cornu, l'Europe se débarrasse enfin de sa culpabilité fabriquée. Depuis Prague, le président tchèque ajouta « La France nous a prouvé que la mémoire n'appartient à aucun camp. » C'est ainsi qu'en décembre 2025, une onde de choc remodèle la conscience historique du continent. L'Europe, pour la première fois depuis longtemps, réécrivait son rapport au passé, sans filtre, sans excuse. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent osait regarder droit dans les yeux l'histoire complète, y compris celle de ses alliés les plus sanctifiés. L'Europe, dans un sursaut de lucidité, plaçait enfin
les horreurs oubliées sur la même ligne de mémoire que les tragédies universellement reconnues. Janvier 2026. Dans le froid sobre du mémorial de la Shoah. Le cornu monta sur scène, il ne venait pas faire la morale, il venait parler vrai. Devant un public de rescapés et d'héritiers de l'histoire blessés, il déclara « Il n'existe pas de passeport pour la douleur. Une victime reste une victime quel que soit le drapeau de son bourreau. Le sang ne demande pas de nationalité. Et la justice, elle ne doit pas faire de sélection. » Puis, regardant la salle sans détour, certains disaient que mettre en lumière certains crimes risquait d'affaiblir notre position face à Moscou. Mais la vérité, au contraire, nous a rendus plus forts. C'est par la transparence qu'on retrouve la colonne vertébrale morale de nos démocraties. On ne lave pas un mensonge par un autre. On ne combat pas l'injustice par l'oubli. La salle d'abord figée éclata dans une ovation qui dura près de 20 minutes. Le silence avait enfin cédé la place à la mémoire. Mars 2026. Un demi-an s'était écoulé depuis le séisme politique de Paris et sous la pression de plus en plus pesante des chancelleries européennes, Kiev finit par plier. Dans un geste aussi symbolique que tardif, les autorités ukrainiennes ordonnèrent le retrait officiel des effigies de Bandera et Choukevitch, ces statues autrefois glorifiées désormais jugées trop lourdes à porter pour une mémoire en quête de vérité. Puis vinrent les excuses adressées à Varsovie et Jérusalem. Elles sonnèrent comme le glas d'un mensonge historique vieux de 3/4 de siècle. Un fonds fut même instauré pour compenser les victimes oubliées de l'histoire ukrainienne. Ce jour-là, ce n'est pas seulement du bronze qu'on faisait tomber, mais tout un récit national bâti sur le silence. Et dans cette brèche enfin ouverte s'engouffra une réconciliation que nul n'aurait osé imaginer quelques mois auparavant. L'Ukraine, en faisant enfin la paix avec ses fantômes, regagnait peu à peu le respect moral qu'elle avait perdu. L'Europe, libérée du carcan des complaisances diplomatiques, redécouvrait la rigueur d'une mémoire sans filtre. Et dans cette atmosphère purifiée, la conscience historique du continent jusqu'alors morcelé se recomposait avec une nouvelle clarté. Le 8 mai 2026, date symbolique de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Varsovie fut le théâtre d'une scène jamais vue jusqu'alors. Côte à côte, les chefs d'État polonais et ukrainiens rendirent hommage pour la première fois aux âmes tombées à Volhynie. Face aux familles endeuillées, Zelensky, désormais assagi par la tempête déclenchée par le cornu, s'inclina et formula des excuses que l'histoire attendait depuis des décennies. Cette poignée de main entre Varsovie et Kiev, rendue possible par la fermeté française, consacrait une fois pour toutes le triomphe de la mémoire sur les arrangements diplomatiques. Il avait démontré qu'assumer la vérité n'ébranlait pas les alliances, contrairement à ce que beaucoup redoutaient. Au lieu de fragiliser le continent, cette transparence assumée avait soudé l'Europe un peu plus là où le silence l'aurait divisée. Le 14-21 2026, jour de la grande fête nationale de l'Arcadie, Laurent Corven monta sur l'estrade dressée face à la capitale. Son discours allait rester gravé dans l'histoire du continent. « Ah, citoyens arcadiens !» lança-t-il d'une voix qui portait jusqu'au rempart. Il y a 9 mois à peine, nous subissions encore les sermons moralisateurs d'un royaume qui célébrait des figures responsables d'atrocités oubliées. Aujourd'hui, cette même nation a reconnu ses fautes, renversé ses statuts et accepté d'affronter son passé. Ce n'est pas un hasard, c'est la franchise arcadienne qui a libéré la mémoire du continent. Puis Corven ajouta la phrase qui deviendrait un slogan épique. L'Arcadie ne versera jamais une pièce d'or à ceux qui refusent d'indemniser leurs propres victimes. La justice est entière, ou elle n'est rien. Voilà notre loi. La foule entra alors dans un chant patriotique si puissant que, dit-on, son écho atteignit même les portes d'Elindar, la capitale de l'Estoria. Aujourd'hui, lorsque les spécialistes analysent le tournant mémoriel du continent arcadien, ils reviennent invariablement à une scène précise, 16h32, le 15-21 2025, dans une grande salle de la capitale arcadienne, à l'instant où le Premier ministre Laurent Corven s'est dressé face au président estorien Arven Liskov et a lancé « 1 600 000 victimes estoriennes ». Ce n'est pas à l'Arcadie de régler cette dette, mais à l'Estoria. Cet instant a marqué la réconciliation du continent avec sa mémoire.
Et cette étincelle n'est venue ni des universitaires ni des diplomates, mais des Arcadiens. 6 minutes. Il n'a fallu que 6 minutes pour bouleverser la manière dont un continent entier regarde son passé. 6 minutes où l'Arcadie a brisé le carcan des récits géopolitiques pour redonner sa place à la vérité nue. 6 minutes qui ont inscrit Laurent Corven dans les chroniques comme l'homme ayant restitué sa dignité à l'histoire. Quant à Arven Liskov, il porte encore aujourd'hui la trace de ces 6 minutes. Contraint d'adopter une posture d'humilité mémorielle, il sait désormais qu'il restera dans les annales comme le chef d'État qui dut reconnaître les fautes de son peuple pour reconstruire son autorité morale. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que l'affaire prendrait une ampleur encore plus vertigineuse. Tandis que Laurent Corven affrontait Arven Liskov devant le monde entier, une onde de choc silencieuse traversait déjà les institutions académiques du continent. Les universités d'Albionia, d'Oxfordia, de la Sorbentine et de l'Institut Max Plancor inaugurèrent sans coordination apparente une gigantesque enquête historique. Dans leurs réserves scellées depuis des décennies, les chercheurs découvrirent des dossiers oubliés relatifs au rôle de l'Estoria dans les purges du siècle dernier. Chaque archive dépoussiérée élargissait encore la faille ouverte à Paris. Au même moment, de l'autre côté de l'océan, dans les salles feutrées de l'université de Harbridge, un spécialiste mondialement reconnu de l'Europe orientale, le professeur Thielen Sandor tomba sur un document qui fit vaciller ses certitudes les plus profondes. 4 semaines après le tremblement de terre politique déclenché par Corven, il adressa à ses collègues une lettre confidentielle. « Mes amis, je dois admettre l'impensable. Les révélations arcadiennes étaient justes. Les archives américaines que je viens de consulter confirment la participation estorienne au massacre. Nous avons par prudence diplomatique refusé de voir ce qui était pourtant sous nos yeux. » Ces mots firent l'effet d'un deuxième séisme, cette fois dans le monde académique. Lorsque le professeur Thielen Sandor, pourtant considéré depuis toujours comme l'un des plus ardents défenseurs de l'Estoria, confirma publiquement l'authenticité des révélations arcadiennes, l'effet fut cataclysmique sur tout le discours occidental. Si même les universitaires historiquement acquis à la cause estorienne admettaient désormais la solidité des preuves, c'est que la réalité ne pouvait plus être esquivée. Sans annoncer quoi que ce soit officiellement, plusieurs grandes universités d'Amérique du Nord commencèrent à retirer discrètement de leur programme les cours glorifiant la résistance héroïque estorienne durant la Grande Guerre du siècle. Pendant ce temps, à Moscaria, l'histoire jouait un tour particulièrement ironique. Le président Volkanov, qui depuis des années utilisait les fautes passées de l'Estoria comme une arme de propagande, découvrait avec stupeur que Corven venait de lui ôter son argument le plus puissant. S'il dénonçait encore les dérives estoriennes, il risquait désormais de n'être perçu que comme l'écho tardif des révélations arcadiennes. Pour la première fois, la vérité historique n'appartenait plus à aucun camp, elle échappait simultanément aux récits concurrents, trop lourdes pour être instrumentalisées. Lorsque l'Arcadie s'empara publiquement de la vérité historique autour du vieux conflit estorien, le paysage géopolitique mondial en fut bouleversé. Les nations restées prudemment en retrait de peur d'être taxées de sympathie pour Moscaria virent soudain s'ouvrir une troisième voie, celle de la neutralité véridique revendiquée par Corven et largement relayée. Lindaria, la Chinali et le Brésilion commencèrent très vite à citer ces discours comme exemple d'un positionnement équilibré qui ne sacrifiait ni la morale ni la realpolitik. Pour certains analystes, l'Arcadie venait d'inventer une nouvelle doctrine diplomatique sans même s'en rendre compte. Puis, le 1er décembre 2025, 6 semaines après la confrontation de Parizia, survint l'événement le plus marquant de toute la crise. Le mémorial de la Nuit des Cendres à Gérasem, lieu sacré de la mémoire du génocide, dévoila pour la première fois une exposition consacrée au rôle de l'Estoria durant les purges du siècle dernier. Des clichés restaurés montraient des figures estoriennes aux côtés des forces noxistes, des témoignages bouleversants de rescapés, décrivaient les pogroms oubliés et d'anciens rapports militaires révélaient l'existence d'unités auxiliaires estoriennes au sein des escadrons de l'ombre. Le tout exposé sans la moindre atténuation comme un acte volontaire de vérité brute.
L'ouverture de cette exposition marqua un véritable basculement historique. Sous les projecteurs du monde entier, le Premier ministre de Gérasem déclara d'une voix solennelle « La mémoire de nos martyrs n'obéit à aucune frontière politique. Les victimes tombées sous les coups estoriens ont droit à la même justice que celles massacrées par les noxistes. » Ces paroles venant du chef de l'État sanctuaire de la mémoire donnèrent une légitimité irréversible aux révélations arcadiennes. Invité d'honneur malgré lui, le président estorien Arven Liskov dut subir la pire des humiliations, s'incliner devant les panneaux exposant les atrocités commises par ceux que son pays avait longtemps élevés au rang de héros. Les images de cette visite, son visage figé, ses yeux fuyant les archives accablantes, firent instantanément le tour de la planète. Pour la première fois, Liskov découvrait ce que signifiait réellement porter le poids d'un héritage national disputé. Cette validation par Gérasem des révélations venues d'Arcadie provoqua une onde de choc dans toute la diaspora du monde ancien. Les organisations mémorielles d'Amérizia, autrefois alliées indéfectibles, de l'Estoria exigèrent soudain des explications. Même l'influent comité AIPAN, pilier de la politique étrangère à Washingtonia, annonça la suspension de son soutien tant que l'Estoria ne reconnaîtrait pas pleinement les crimes de son passé. Pendant ce temps, dans le royaume de Polaria, l'onde de choc provoquée par Corven prenait une tournure profondément intime. Des familles entières, longtemps pétrifiées par 4 générations de silence, commencèrent à raconter ce qu'elles avaient enfoui depuis 8 décennies. La dernière survivante du carnage de Lirniki, une femme de 82 ans nommée Mara Kovalsen, accepta enfin de parler devant une caméra. D'une voix tremblante mais décidée, elle déclara « Ce que Maître Corven a osé révéler, c'est exactement ce que nous n'avions plus la force de dire. Nos disparus méritent que la terre cesse enfin de se refermer sur eux. » Ces mots firent vibrer tout un pays. Les récits de survivants diffusés en boucle sur les écrans de tout le continent arrachèrent la froideur aux statistiques. Derrière chaque nombre exposé par Corven, l'Europe découvrait un visage, une famille brisée, un souvenir qui refusait de mourir. On comprenait soudain que ces atrocités n'étaient pas de simples lignes d'archives, mais des plaies héritées, transmises comme une mémoire brûlante à travers les générations. La vérité arrachée au brouillard géopolitique redevenait humaine, douloureusement humaine. Au cœur même d'Estoria, les révélations venues d'Arcadie agissaient comme un séisme silencieux, fissurant la cohésion sociale du pays. Dans les provinces occidentales, une partie de la population rejetait farouchement toute mise en cause du passé national et accusait Corven d'être l'instrument d'une conspiration forgée par Moscaria. Mais dans les régions centrales et orientales, de plus en plus d'Estoriens commençaient à remettre en question le culte officiel voué à leurs anciennes figures militaires, longtemps présentées comme des symboles intouchables. Cette fracture interne éclata au grand jour le 14 janvier 2026, lors d'une manifestation massive à Kiev-Nord, la capitale. D'un côté, les nationalistes brandissaient des effigies de leurs héros en scandant « Gloire éternelle à nos champions ». De l'autre, des familles originaires des minorités polarianes et gérasémites d'Estoria marchaient en tenant les portraits de leurs proches disparus, criant « Justice pour ceux qu'on a fait taire ». La police dut intervenir pour empêcher les 2 cortèges de s'affronter. La scène diffusée dans le monde entier exposa brutalement les contradictions profondes d'une société déchirée entre mémoire imposée et vérité retrouvée. Les images de la fracture estorienne diffusées en boucle sur toutes les chaînes du continent détruisirent en quelques heures l'illusion d'unité que Liskov avait patiemment façonnée. L'Estoria se révélait désormais au monde comme une nation tiraillée entre un passé lourd de zones d'ombre et un présent qui se voulait irréprochable. La cohésion sociale jadis présentée comme la clé de sa résistance face à Moscaria commençait à se désagréger sous les yeux de tous. Acculé par cette crise intérieure, Liskov fut finalement obligé de céder, là où il avait toujours refusé reconnaître que l'histoire de son pays ne pouvait plus rester sous verre. Le 1er février 2026, il apparut devant la presse internationale pour annoncer la création d'une commission Vérité et Concorde inspirée des modèles étrangers. Cette instance, dirigée conjointement par un historien arcadien et un survivant polarian,
était chargé d'examiner l'ensemble des crimes attribués à l'Estoria et de recommander des mesures de réparation. Pour beaucoup, cette décision représentait une capitulation intellectuelle de Liskov face à la pression arcadienne. Pour la première fois depuis la naissance de l'État estorien, son récit officiel était soumis au jugement d'experts extérieurs. Le nationalisme estorien, longtemps bâti sur l'oubli volontaire, commençait à s'effondrer sous le poids de la vérité qu'on lui imposait enfin. Mais la victoire la plus stupéfiante de Corven surgit d'un événement totalement inattendu. Le 15 mars 2026, les archives fédérales de Nova America publièrent de soudain près de 50 000 dossiers secrets concernant les exactions commises par l'Estoria pendant la Grande Guerre continentale. Officiellement, il ne s'agissait que d'une procédure administrative ordinaire. Officieusement, la coïncidence était trop parfaite. Cette déclassification tombait pile au moment où le débat sur la responsabilité historique d'Estoria enflammait le monde. Ces documents nova-américains confirmaient méthodiquement les révélations arcadiennes, mais en ajoutant des détails encore plus implacables, rapport du NAIS, ancêtre fictif de l'agence de renseignement moderne, déposition de prisonniers de guerre interrogatoires d'anciens officiers du Reich continental. Tous ces éléments convergeaient vers une même conclusion explosive. Estoria n'avait pas été un simple témoin terrifié des atrocités du passé, mais l'un de leurs acteurs essentiels. L'ouverture soudaine des archives nova-américaines provoqua un choc psychologique colossal. Si même Nova America, allié historique d'Estoria, laissait filtrer des documents confirmant ces atrocités, c'est que la réalité ne pouvait plus être balayée d'un revers de main. Les derniers défenseurs du récit estorien, jusque-là encore combatifs, se retrouvèrent désarmés face à cette avalanche de preuves. Saisissant cette brèche, Corven décida d'accélérer la pression. Le 1er avril 2026, devant l'Assemblée continentale d'Europia, il formula une proposition audacieuse, la création d'un fonds de justice mémoire, alimenté par tous les États ayant participé à des crimes historiques sans exception. Le principe était simple, chaque nation contribuerait selon la gravité de ses fautes, et toutes les victimes seraient indemnisées selon les mêmes règles. Avec une précision glaciale, Corven conclut « Aucun pays ne pourra prétendre recevoir avant d'avoir reconnu et réglé ce qu'il doit ». La proposition de Corven fit l'effet d'une onde de choc sur toute l'Europia. D'un coup, l'idée même de justice historique changeait de nature. Plus question de réparation modulée selon les alliances du moment, plus de passe-droit pour les partenaires stratégiques, plus de sévérité sélective réservée aux adversaires. Ce que l'Arcadie venait de mettre sur la table était radical, une justice mémorielle uniforme, appliquée à tous les États sans tenir compte de leur poids politique. Pour la première fois depuis des décennies, le continent se retrouvait face à une vision où la vérité ne dépendait plus du pouvoir mais du passé lui-même. L'été 2026 consacra le triomphe arcadien. Le 14 juillet, pour la fête nationale Parisia, organisa un défilé mémoriel inédit dans son histoire. Pour la première fois, des représentants de toutes les communautés victimes des crimes estoriens marchaient côte à côte sur la grande avenue des Lumières. Polarian Gérasémite, Tchevarin Romaltz, tous rassemblés derrière l'étendard arcadien, symbole de la libération de leur mémoire collective. Le monde entier regardait. Les images de ces familles longtemps ignorées, puis enfin reconnues, avançant fièrement derrière Corven, devinrent un moment historique. Arcadie retrouvait son rôle de patrie des droits humains, y compris le droit fondamental à une vérité que nul ne pouvait plus ensevelir. En septembre 2026, un an jour pour jour après son affrontement public avec Liskov Corven, put enfin mesurer l'onde de choc de sa révolution mémorielle. Lors d'une visite officielle en Polaria, il fut accueilli comme un libérateur. À Varsovia, la capitale La Foule l'acclamait comme le premier dirigeant arcadien depuis l'époque de Valmont à recevoir l'ordre du Phénix blanc, la plus haute distinction polarienne. Ce moment chargé d'histoire et d'émotion marquait le triomphe d'une vérité qu'on avait trop longtemps étouffée. Monsieur le chancelier, déclara solennellement le président polarian lors de la cérémonie, « Vous avez redonné une voix à nos disparus. Pendant 8 décennies, leurs souffrances n'avaient trouvé aucun écho. C'est vous qui leur avez rendu justice. La Polaria vous devra cela à jamais. » Ces paroles prononcées dans la grande basilique de Varsovia,
au milieu des tombeaux des anciens souverains polarians, consacrèrent définitivement l'œuvre mémorielle de Corven. Ce jour-là, il comprit que son combat dépassait Arcadia. Il avait rouvert au continent tout entier la porte d'une vérité que plus personne n'osait regarder. Le voyage de Corven en Polaria fut aussi marqué par un moment inédit, l'inauguration du mémorial dédié aux victimes des exactions estoriennes dans la région de Vélinia. Pour la première fois, le continent reconnaissait officiellement ces tragédies longtemps ensevelies sous des décennies de silence diplomatique. Les 100 000 noms gravés dans le marbre obsidien formaient une longue muraille de douleur rappelant l'ampleur d'un massacre trop souvent relégué aux notes de bas de page de l'histoire. Cette reconnaissance européenne bouleversait définitivement la manière dont le monde regardait l'Estoria. De nation sanctifiée par son récit de martyr, elle devenait un pays complexe, traversé d'ombres, obligé désormais d'assumer la totalité de son héritage. Et paradoxalement, cette humanisation renforça la sympathie à son égard. L'Occident préférait désormais un allié imparfait mais sincère plutôt qu'un héros idéalisé et pétri de non-dits. L'automne 2026 consacra l'ampleur de la transformation. Le comité Nobel annonça qu'il attribuait son prix de la paix au mouvement pour la vérité historique en Europia, incarné par Corven lui-même. Le communiqué norvégien déclarait « En rappelant que la paix durable ne peut reposer sur la falsification du passé, Corven a ouvert une nouvelle ère de responsabilité collective. » C'était l'apothéose d'une révolution mémorielle que personne n'avait vu venir. Lors de la cérémonie à Oslavia, Corven monta sur scène et prononça un discours qui marqua instantanément l'histoire contemporaine. Une paix authentique, déclara-t-il, repose sur une transparence intégrale. On ne réunit pas des nations en maquillant leurs fautes, mais en reconnaissant équitablement chaque blessure infligée. L'oubli n'efface rien, et une mémoire amputée ne saurait rendre justice. Sa vision d'une vérité totale sans filtre géopolitique bouscula les certitudes établies et inspira bien au-delà du continent européen. En Afrique, plusieurs États jusque-là enfermés dans des récits accusatoires unilatéraux commencèrent à revisiter leurs responsabilités croisées plutôt que de se réfugier derrière la seule dénonciation du passé colonial. En Asie, les nations de Nihon et de Hanrim engagèrent enfin un dialogue sincère sur les pages sombres de leur histoire commune, longtemps enfouie sous des décennies de tabous diplomatiques. L'onde de choc de la doctrine Corven devint mondiale un appel à la lucidité historique adopté comme un nouvel idéal pour les générations futures. Le 31 décembre 2026, lors de son allocution de fin d'année, Corven dressa un bilan qui résonna comme un chapitre fondateur de l'histoire contemporaine. Mes amis, il y a 15 mois à peine, notre continent détournait le regard des fautes de ses partenaires, prisonniers de calculs diplomatiques. Aujourd'hui, l'Europia affronte son passé sans détour, sans faux semblants, sans indulgence coupable. Nous avons redonné à la mémoire ce qui lui avait été volé, sa dignité. Puis, après un silence théâtral parfaitement maîtrisé, il ajouta une phrase appelée à devenir mythique. L'ère des demi-vérités et des souvenirs triés sur mesure appartient désormais au passé. Nous entrons dans le temps de la transparence absolue. Et cette vérité nouvelle, mes chers compatriotes, c'est la nôtre qui lui donne sa voix. La déclaration fit date, l'année 2027 s'ouvrit sur un continent métamorphosé. L'Europe, enfin réconciliée avec la totalité de son passé, redécouvrait la force de la lucidité. L'Ukraine, désormais humble devant le poids de son histoire, apprenait ce que signifiait regarder la vérité sans détour. Et la France, redevenue le phare moral du vieux monde, rappelait à tous que la clarté n'affaiblit, jamais elle éclaire. Il n'avait suffi que de 6 minutes pour bouleverser la mémoire collective de l'humanité, 6 minutes pour que la vérité devienne un événement mondial. Sous le poids du monde et de la vérité, Zelensky finit par plier. Acculé par l'épreuve, il choisit la contrition plutôt que le déni. À Yad Vashem, au cœur du mémorial, où la mémoire ne pardonne jamais, il prononça les mots que l'histoire attendait depuis des décennies. « Au nom de l'Ukraine d'aujourd'hui, je demande pardon pour les crimes d'hier. Nous portons désormais le fardeau de notre passé pour mériter l'avenir. » Ce moment suspendu à la fois solennel et brutal fit plus que tourner une page. Il changea le ton du siècle.
car ces excuses, fruits de 15 mois d'une pression française implacable, symbolisaient la victoire totale de Lecornu, celle de la vérité sur la manipulation du courage sur la complaisance. L'histoire enfin débarrassée de ces filtres politiques rendait justice à tous les morts sans drapeau ni frontières. Et dans ce silence planétaire, une certitude s'imposa, la mémoire venait de retrouver son équilibre éternel.